Bonjour, bienvenue, c'est La Voix est libre et à partir d'aujourd'hui, le rendez-vous politique de France 3 change de format. Jusqu'au 23 mars, vous me voyez venir, on va laisser d'ici le premier tour des municipales la place au débat électoral. Nous avons choisi 8 villes emblématiques de la région. Leurs candidats viendront chaque samedi essayer de vous convaincre. Et puis on demandera aussi aux journalistes de la presse régionale d'analyser ce qui se dit sur le plateau. Aujourd'hui, Olivier Michel de France 3, Slim Mazni de Lyon Capitale et Antoine Comte de Tribune de Lyon vont analyser tout ce qui se dit, histoire qu'il n'y ait pas trop de langue de bois. Première ville de cette série de débats municipaux, Vénissieux, située au sud de Lyon, dont elle est limitrophe. C'est la 3e ville du département. Officiellement, un peu plus de 60 000 habitants. Elle en gagne régulièrement depuis une dizaine d'années. Vénissieux habite une population souvent en difficulté, taux de chômage aux alentours de 20%, c'est 2 fois plus que le taux national. Le revenu fiscal par ménage, qui permet de mesurer le degré de richesse d'une ville, est de 1 383 € par mois. Par comparaison, à Lyon, c'est quasiment 2000. Politiquement, Vénissieux a une caractéristique assez rare, celle de ne jamais changer de couleur rouge. En l'occurrence, celle du Parti communiste. 4 maires seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui passent minimum une vingtaine d'années chacun à la mairie. Louis Dupic, puis Marcel Houel et André Gerin. Michel Picard, aujourd'hui, on verra si 2014 sera l'exception qui confirme la règle. Sur le plateau, il y a donc 3 candidats. Tout d'abord, Madame Picard, bonjour. Bonjour. Maire sortante PC de Vénissieux, âgée de 47 ans. En 2008, c'est justement André Gerin qui avait été réélu maire avant de quitter son fauteuil l'année suivante et de vous laisser la place. C'est donc la première fois que vous menez une liste aux élections municipales. En face de vous, celui qui est votre principal opposant au conseil municipal de Vénissieux, Christophe Girard. Bonjour. 46 ans, candidat malheureux à toutes les élections depuis 2007 dans la ville, dont les dernières municipales que vous aviez perdues dès le premier tour. Il y a 6 ans, vous vous présentez sous les couleurs unies de l'UMP et de l'UDI. Enfin, Lotfi Ben Khalifa, bonjour. Bonjour, M. Sévis. Vous n'avez déclaré votre candidature qu'hier soir. Vous serez tête de liste sous les couleurs du Parti socialiste. C'est tout chaud et c'est très chaud en l'occurrence, puisque c'est la première fois à Vénissieux que Parti socialiste et Parti communiste partent séparés au premier tour. Alors, tout en étant adversaire de Michel Picard à cette élection, vous en êtes cependant toujours l'adjoint chargé notamment de l'état civil. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais tout d'abord, celle de citoyens vénitiens rencontrés au hasard dans la rue cette semaine par Olivier Michel et Alain Jourdan. Ils leur ont demandé ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas à Vénissieux. Une ville qui est très bien comme elle est, surtout qu'il y a eu pas mal de choses qui ont développé, la construction de bâtiments notamment, le tram. Très populaire, assez solidaire. Très solidaire, les gens se mélangent beaucoup, donc non, moi j'ai vraiment que du bonheur. Il n'y a pas de paix sociale, il n'y a pas de paix de sécurité, il n'y a rien quoi. Je ne sais pas, moi je me sens malheureux ici tout simplement. On arrête de brûler les voitures, parce que moi je me suis fait brûler ma voiture il y a 5-6 ans. Tout le monde me dit « Oh, t'as de la chance d'aller habiter à Nice ». Oui, peut-être. Mais je ne sais pas si je retrouverai cette familiarité qu'il y a entre... Ça va être dur, je pense, à se refaire des amis et tout ça. Elle déménage sur la Côte d'Azur cette semaine, cette dame, et je peux vous dire que ça ne lui fait pas du tout plaisir de quitter Vénissieux pour la Côte d'Azur. Comme quoi. Je vous pose une question simple à chacun pour commencer. Michel Picard, Vénissieux pour vous, c'est quoi ? C'est d'abord une ville populaire, industrielle, ouvrière, une ville avec une identité de combat, parce que, comme je le dis souvent, rien n'a jamais été donné à Vénissieux, c'est toujours le fruit de combats. Une ville qui concentre un peu tous les problèmes nationaux, et puis surtout une caractéristique actuelle, que vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, une ville qui a retrouvé une attractivité, et je pense qu'une ville qui se repeuple est toujours en meilleure santé qu'une ville qui se dépeuple. Vénissieux, pour vous, c'est quoi, monsieur Girard ? Écoutez, Vénissieux, pour moi, c'est une ville extraordinaire. Extraordinaire, et c'est, si vous voulez, d'abord, on parle de Vénissieux, c'est les Vénitiens. Et les Vénitiens sont des gens d'une générosité, d'une solidarité extraordinaire. Et d'ailleurs, on l'a vu, là, à l'instant, ça a été dit. Et ça, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé, et ça, c'est vraiment le problème de Vénissieux. Mais derrière, moi, le sens le sens de ma vie, c'est faire grandir, c'est développer, permettre aux gens de s'épanouir. Et là, on a à Vénissieux un potentiel extraordinaire. Donc, pour moi, Vénissieux, c'est un potentiel et c'est une passion. Et vous, monsieur Ben Khalifa, c'est quoi pour vous Vénissieux ? Mais tout a été dit, une ville populaire, solidaire, rebelle avant tout, puisque
rebelle, ça fait un petit peu partie de mon identité. Je suis quelqu'un qui ne lâche rien et qui va jusqu'au bout de mes ambitions. Et j'ai beaucoup d'ambitions pour Vénissieux. Après, on ne peut pas parler de Vénissieux quand on n'y habite pas. On ne peut pas parler de Vénissieux quand on ne la connaît pas. Il faut parler de Vénissieux en tant qu'habitant. Moi, j'y suis là depuis 40 ans. Donc, je peux vous parler de Vénissieux et de la population vénitiane, qui est une population solidaire, qui est une population généreuse, et c'est une population qui représente la diversité de la France et l'histoire de la France dans son flux migratoire, avec tout ce que ça comporte. Monsieur Ben Khalifa, vous avez donc annoncé votre candidature hier soir. Je le disais tout à l'heure, première fois que PS et PC se séparent, voire se déchirent sur la commune de Vénissieux. Pourquoi décider de partir en liste autonome ? Tout d'abord, je ne considère pas que Michel Picard soit mon adversaire politique et je ne pense pas que Michel Picard pense la même chose, enfin pense aussi cette chose-là. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative politique. On n'a pas réussi à s'entendre sur, le mode. Non, pas du tout. Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette cuisine électorale de place qui n'intéresse personne. Non, pas du tout. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est les projets, c'est ce qu'on souhaite pour Vénissieux, c'est comment on fait pour faire évoluer Vénissieux, comment on fait pour faire ouvrir Vénissieux, comment on fait pour faire en sorte qu'à Vénissieux, on ait des entreprises innovantes qui s'y installent, comment on fait pour faire en sorte que notre jeunesse puisse y travailler aussi, comment on fait pour développer Vénissieux, comment se situera Vénissieux demain dans la métropole lyonnaise. Voilà ce qui intéresse les habitants, ce qui les touche tous les jours. Après la cuisine électorale, moi je ne veux pas rentrer dans ça. Nous, ce qu'on a souhaité d'abord, c'est tout simplement pouvoir infléchir à un moment donné sur la politique municipale et avoir toute notre place au sein de l'exécutif. Si on n'a pas notre place au sein de l'exécutif, on ne pourra rien faire pour les affaires municipales. Il ne s'agit pas de siéger, de lever la main favorablement pour chaque rapport. Alors, Madame c'est Picard, pas ce qu'on souhaite. Madame Picard, donc le Parti socialiste contre vous, vous n'avez pas pu vous mettre d'accord. Pourquoi ? Ça a échoué, ces discussions qui ont été très longues. D'abord, ce n'est pas uniquement à Vénissieux. Je rappelle qu'en France, il y a 23 villes à direction communiste qui ont le même problème avec une liste autonome du PS, dont 3 sur 5 dans le Rhône. Après, moi, il y a des exigences. C'est même pas une question de place ou quoi que ce soit. Je rentre pas là-dedans. Mais à un moment donné, quand on me demande de me taire sur la métropole, sur la politique gouvernementale, je ne sais pas faire. Quand on parle aux Vénitiens, ils vous disent quoi ? Ils vous parlent de pouvoir d'achat, ils vous parlent de la hausse de la TVA. Donc ça découle bien des politiques gouvernementales. Ils vous parlent de la métropole, avec justement ce transfert qui risque de se faire sur les communes d'un certain nombre de compétences. Et avec quels moyens, etc. Et puis, à un moment donné, quand on parle des budgets des collectivités, on est bien obligé d'aborder les 3 milliards d'euros d'économies sur les collectivités dans les 2 ans qui viennent. Monsieur Girard, l'opposition à la politique gouvernementale, ça vous rapprocherait presque de Madame Picard. Quel regard vous avez sur ces divisions à gauche ? Non, mais attendez, là on est sur un débat pour les municipales à Vénissieux. Vous savez, souvent j'ai le rang de député parce que au conseil municipal on débat beaucoup du national. Moi j'aime bien qu'on parle de Vénissieux, je n'ai fait que parler de Vénissieux et je voudrais bien en rester sur Vénissieux. Parce que le national n'a pas de conséquences sur le local. Mais si, ça a des conséquences, mais madame, il y a une assemblée nationale, il y a des élections pour ça. Donc la situation politique et ces divisions à gauche qui vous arrangent finalement ? Bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que, comme vous l'avez dit, monsieur Ben Khalifa et l'adjoint de madame le maire, j'ai pas senti vraiment de grandes oppositions pendant le mandat, j'ai pas senti des positions très marquées. Et aujourd'hui, bon, ils sont l'un contre l'autre sur des raisons, a priori, qu'on vient de voir, nationales. Écoutez, très bien, les Vénitiens, c'est pas ce qui les intéresse et on ira sur ce qui les intéresse. Mais je crois que notre objectif commun, quand même, en tout cas c'est le mien, c'est de battre la droite et l'extrême droite. Mais voilà. Alors justement, mon objectif, c'est pas de battre la droite, c'est pas de battre la gauche. Mon objectif, c'est les Vénitiens. Mais nous aussi. Non, vous voulez toujours mais soutenir la gauche, faire grandir la gauche, c'est toujours. On vous a vu au pouvoir, et on vous a vu sur de nombreuses villes. On voit très bien et on voit très bien ce que vous faites. Oui. Madame Picard, Monsieur Ben Khalifa, je voudrais juste vous poser une question. Répondez-moi par oui/non, puis après on passe sur des sujets un peu plus de fond que les sujets politiques. Mais justement, est-ce qu'une fusion entre vous est possible au 2e tour ? Oui ou non ? Et souhaité en tout cas, Monsieur Ben Khalifa ? Mais bien évidemment. Aujourd'hui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on propose une alternative à cette politique qui est là depuis 80 ans. Ce n'est pas du tout pour écraser le Parti communiste ou autre chose. C'est une alternative politique à gauche, avec des idées nouvelles pour Vénissieux. Et ce n'est pas notre souhait. Fusion 2e tour, Madame Picard, oui, non ? À chaque jour suffit sa peine. Nous verrons par la suite.
Alternative, c'est-à-dire que c'est soit socialo-communiste, soit communo-socialiste, c'est-à-dire que c'est les mêmes. On est quand même rassuré sur un point, c'est que les Vénitiens ne veulent pas de la droite. Donc c'est quand même rassurant. Vous n'êtes pas sur le terrain, c'est pour ça. La vie municipale de Vénissieux est agitée depuis plusieurs mois par l'affaire dite de la Sacovive. La Sacovive, c'est la société anonyme de construction de la ville de Vénissieux. Elle gère environ 1700 logements sociaux et elle est détenue à 75% par la ville de Vénissieux. Deux problèmes. D'abord, sa gestion épinglée dans un rapport de la MILOS, la mission interministérielle d'inspection du logement social. Puis des problèmes judiciaires plus récents, puisque le parquet a ordonné une enquête préliminaire pour suspicion de favoritisme dans l'attribution de marchés publics. L'enquête est en cours, donc pour l'instant, peut se dérouler. C'est un de vos grands chevaux de bataille, Monsieur Girard, que ce dossier de la Sacovive. J'ai dit dossier de la Sacovive, est-ce que vous allez jusqu'à dire scandale de la Sacovive ? Tout à fait, je pense que là, on a tous les éléments, mais quelque chose qui se retrouve ailleurs à Vénissieux. C'est pas que là. Il y a eu le problème du top, il y a le problème de plein d'endroits. La même chose, c'est dès qu'on a des dysfonctionnements managériaux catastrophiques, on a des souffrances au travail qui sont vraiment marquées. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand on voit, par exemple, la médecine du travail et les déclarations qui ont été faites. Et puis, ces histoires de délits de favoritisme qui sont plus qu'inquiétants, mais qui sont tout ça, à mon avis, liés. Puisqu'en fait, c'est un système qui est en place et qui se génère comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que derrière ça, à la Sacovive, il y a des locataires qui souffrent, il y a du personnel qui souffre. Donc, on est vraiment dans quelque chose. Et dernier point, et scandale, et vraiment scandale, c'est qu'on est face à un mensonge municipal, ou en tout cas à un silence, et je suis très content que vous soyez là aujourd'hui pour en parler, puisqu'on ne vous a jamais... Sur quel point, M. Girard ? Silence de Madame le maire sur le sujet. Elle n'a jamais répondu, elle n'a pas souhaité venir la fois où vous êtes venu nous interviewer. Donc aujourd'hui, je suis content de l'entendre. Mensonge municipal dans le sens où on nous a... j'ai été hué. Ça fait depuis 2010 que je traite ce sujet au conseil municipal. J'ai dû intervenir pas loin de 40 fois. Monsieur Girard, sur quel point le mensonge que Mme Picard puisse y répondre ? Mais sur le fait qu'on nous dit que tout va bien, tout va bien. J'ai été hué 3 jours encore avant... sur le fait que j'attaquais entre guillemets la présence du directeur et les problèmes que suscitait le directeur. 3 jours avant au conseil municipal, j'étais hué. 3 jours après, on s'en séparait à la mairie. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. J'ai encore une fois été traité de menteur sur le sujet. Le mensonge, on le voit arriver. C'est donc ces histoires avec la justice et finalement ce directeur qui aujourd'hui, quand j'entends les discours, était un mauvais manager. Eh bien, ce mauvais manager, il n'a jamais été mauvais manager jusqu'à ce que vous choisissiez de le licencier. Votre réponse, Madame Picard, sachant que c'est pas vous qui présidez la Sacovive, c'est votre adjointe, Madame Ebersviller, et Monsieur Ben Khalifa, vous êtes d'ailleurs vice-président de cette Sacovive. Donc votre réponse à Monsieur Girard. Déjà, j'aimerais répondre sur le fait que je n'ai pas parlé, comme le dit M. Girard, dans la mesure où je ne suis pas que candidate, je suis aussi le maire. Oui. Et le maire a une certaine réserve sur un certain nombre de choses, et notamment sur une enquête en cours. Je n'ai pas le même rôle que vous. Deuxièmement, je vous ai laissé parler, laissez-moi donc continuer, s'il vous plaît. Au niveau de la Sacovive, le vrai problème de la Sacovive, c'est quoi ? Parce que parlons de logement social en France et de la difficulté. Et des bailleurs. Laissez-moi finir, M. Girard. Tous les bailleurs ont des difficultés. Si M. Girard avait été là aux assemblées générales de conseil de quartier, il aurait vu qu'il y avait des problèmes aussi à l'OPAC, à Aliade, à Grand Lyon Habitat. Par contre, effectivement, quand on a un incendie à un moment donné dans une tour et une absence d'ascenseur sur les 2 ascenseurs pendant 3 mois, parce qu'il fallait commander l'ascenseur, ça ne vous pose pas de problème quand la Darnaise, sur l'OPAC, c'est la même... Moi, je vais aller voir les locataires, ce que vous n'avez pas fait. Laissez M. Girard, laissez Mme Picard répondre. On ne peut pas dire, ça continue, le mensonge continue. Les démocrates sont où ? Le mensonge continue. Il n'y a pas de problème à Sacovive ? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que la Sacovive a les mêmes problèmes que tous les bailleurs en France. Et je dis aussi que nous avons une volonté, parce que qu'est-ce qui est épinglé dans la MILOS ? Parce qu'il faut dire les choses. C'est les bas... Non. Les bas loyers, et nous avons... Loyer trop faible, trop d'impayés, délai d'attente trop long. Tout à fait. Et effectivement, nous gérons un parc social avec de grandes difficultés, avec du logement accessible pour tous les locataires. Et pour preuve, quand les gens veulent muter, ils veulent rester à la Sacovive. Et on a des longues listes d'attente. Donc je crois qu'il faut aussi dire les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas eu de problème de management. On a essayé de régler les problèmes de façon humaine, en accompagnant le directeur, en accompagnant le directeur pour qu'il puisse effectivement assumer toutes ses missions.
Quand ça n'a plus été possible, nous avons... Non mais c'est terminé. On va entendre M. Ben Khelifa sur cette question et passer à autre chose, si vous voulez bien. Nous avons essayé effectivement de trouver des solutions amiables, une rupture conventionnelle, etc., avec le directeur. Ça n'a pas été possible et nous avons été à un licenciement. Mais je ne doute pas, la droite, de toute façon, elle s'est bien licenciée. Non, c'est pas une question de licencier, c'est une question... Nous avons réglé les choses humainement. Madame Picard, c'est le personnel qui souffre. Alors, si la gauche se contrefout du personnel, c'est très bien. Monsieur Girard, Madame Picard, on laisse M. Ben Khelifa cette question et on passe au dossier suivant. Enfin, moi, je trouve dommage quand même que M. Girard base son programme municipal sur la Sacovive. Non. Donc, parce qu'il n'a rien oui, effectivement. On va laisser M. Ben Khelifa s'exprimer, si vous voulez. M. Girard, un petit peu de démocratie. Tout simplement, sur la Sacovive, effectivement, je suis vice-président de cette structure depuis 2008. Donc moi, je suis arrivé en 2008. Moi, je fais confiance à une direction générale. Si on recrute des directeurs généraux, justement, c'est pour accomplir la feuille de route qu'on leur a donnée. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires de licenciement, de ceci, de cela, parce que le logement social, c'est trop une question sérieuse pour en discuter comme le fait la droite. Il y a eu peut-être des erreurs de casting sur le recrutement. Il y a des risques psychosociaux, mais ça, c'est inhérent à toutes les entreprises et pas que la Sacovive. Il y a des difficultés de personnel, il ne faut pas le cacher. Il y a aussi un système qui est opaque, notamment sur la prise de décision et sur la feuille de route. Enfin, en tout cas, les missions qui ont été demandées. Moi, j'ai pas de vision sur ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la Sacovive, c'est un outil qui est utile. Que la compétence logement, demain, ça sera la métropole qui la gérera. Une raison de plus aussi pour s'inscrire dans ce schéma de la métropole et une raison de plus aussi pour accompagner ce projet de la métropole. Donc ça, c'est intéressant. Ça intéresse les habitants. Ça intéresse aussi les locataires. Mais très honnêtement, rentrer dans le débat de risque, de licenciement, de ceci, de cela... moi, c'est pas... en tout cas, ça n'intéresse pas les habitants. Vénissieux est en ZSP, zone de sécurité prioritaire depuis le mois de septembre 2012. Le préfet en a tiré un bilan plutôt positif en ce qui concerne Vénissieux, monsieur Ben Khelifa. Si on enlève un excès de fièvre assez récent, au mois d'octobre, sur le quartier des Minguettes, avec plusieurs voitures brûlées, est-ce que la délinquance, qui est quand même un sujet qui est souvent pointé du doigt à Vénissieux, vous semble effectivement être quelque chose qui s'améliore dans la ville ? Pour moi, habitant de Vénissieux depuis une quarantaine d'années, bien sûr qu'il y a moins de délinquance qu'avant. On n'est jamais assez satisfait. On aimerait bien que ce soit à zéro, mais ça, c'est pas possible. Vénissieux, c'est pas pire qu'ailleurs. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, il avait supprimé 12 000 postes de policiers tout au long de son mandat. Les problèmes qu'il y a eu au mois d'octobre, d'abord, c'est un accident. Moi, je pense que ça a été mal relayé. Ça a été tout simplement mal relayé. Et quand quand on casse une vitre à Vénissieux, on en fait toute une page du journal, alors que c'est des choses qui se passent de partout. Là, c'était pas juste une vitre cassée, c'était quand même plusieurs voitures brûlées. C'était plusieurs voitures brûlées. Il y a peut-être un ras-le-bol qui s'exprimait. Peut-être que derrière, il y a aussi des manipulations politiques. On connaît quand même un petit peu les systèmes. Je veux accuser personne, mais on connaît quand même un petit peu ces systèmes où il s'agit de faire de la surenchère pour stigmatiser Vénissieux. Vénissieux, c'est pas ce qu'il faut montrer sur Vénissieux. Il faut montrer aussi que Vénissieux, c'est une ville qui est dynamique, qui est attractive. Il faut montrer aussi ce qui fonctionne à Vénissieux. Toujours mettre les caméras sur Vénissieux parce qu'il y a une voiture qui a été brûlée. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux pour les gens qui ont perdu leur voiture. C'est condamnable et on l'a fait. On a condamné les incendies, on a condamné les casses, on a condamné les violences et on continue de le faire. Il faut qu'il y ait une sécurité à Vénissieux. Mais comme je vous le dis, là où la droite a échoué en supprimant 12 000 postes, Valls, aujourd'hui, il en met 500 par an. Voilà. Monsieur Girard, est-ce que la délinquance s'améliore dans la ville ? Ça s'améliore. Les chiffres s'améliorent. Là-dessus, l'avis des Vénitiens est bien différent. Je crois que là-dessus, il faut être très modeste. Là-dessus, en revanche, et je suis intéressé de voir que finalement nos amis sont des sécuritaires. Moi, je pense qu'il faut effectivement avoir de la fermeté sur le problème de la sécurité. Je pense que le maire a son rôle à jouer aussi, et notamment dans la coordination et en faisant les choses vraiment et avec une vraie volonté. Mais au-delà de ça, je pense que ces problèmes de sécurité, ils doivent être pris en compte aussi sur une dimension en fait de dynamique sociale de la ville. Et ça, là, je suis désolé, mais c'est la responsabilité de la ville, et c'est pas celle de Sarkozy ou de Hollande ou de qui que ce soit.
Donc derrière ça, c'est la notion d'éducation. Et quand je dis d'éducation, c'est pas l'éducation au civisme, c'est l'éducation qui fait grandir, c'est l'éducation qui permet à travers le sport, à travers un certain nombre de choses, de donner du sens, de la dignité, du travail, de faire de la formation. Donc c'est ça aussi qui joue. Et cette baisse de la délinquance à laquelle nous travaillerons quand nous aurons gagné les élections cette année, eh bien, ce que je dis là peut paraître un petit peu gentil, pas aller loin. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'a fait Stéphane Baudet. Il a baissé de 80%. Donc là, les chiffres sont... Qui est Stéphane Baudet ? Stéphane Baudet, excusez-moi, maire de Courcouronnes, qui a fait baisser sur son mandat de 80% donc, la délinquance. Et ça, il l'a fait en ayant une action sociale, mais pas de sociale, d'instrumentalisation des gens, etc., mais une vraie dimension de faire grandir. Voilà. Et ça, je pense réellement qu'aujourd'hui, il y a ça. Et le temps passe extrêmement vite, je vite que Mme Picard puisse répondre. Là-dessus. Le problème de politique aujourd'hui, sur ce sujet-là, c'est l'autorité. Et aujourd'hui, il faut que l'autorité du politique reprenne. Et cette autorité, on la gagne parce que les gens vous respectent, parce que vous êtes à leur service. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, je monte sur le plateau sans difficulté. J'ai pas de problème comme M. Gérin pouvait en avoir. J'y suis. Je me mets sur le terrain et j'ai des très très bons contacts. Et il y a un potentiel, comme je l'ai dit en introduction, extraordinaire à Vénissieux. Le plateau, c'est le plateau des Minguettes. Madame Picard, il y a les moyens donnés par la ZSP, des moyens municipaux aussi de police municipale à Vénissieux. D'abord, je voudrais dire qu'on travaille avec tous les acteurs parce que la sécurité, c'est effectivement une mission régalienne de l'État. C'est un droit à la tranquillité et à la sécurité. Nous travaillons avec tous les acteurs, contrairement à ce que dit M. Gérard, et vous pouvez vous en référer au DDSP avec qui nous discutons régulièrement. Et nous avons mis tout le maillage de tous les acteurs de terrain, comme je les appelle. C'est la police nationale, la police municipale, le TOP, le centre de supervision, également les transports, les 3 plus gros bailleurs, et nous travaillons régulièrement sur toutes les questions de sécurité. Et la sécurité... À 80% de baisse. Non, mais c'est infernal. Non, pas infernal. Vous êtes deux à parler pour votre camp, donc de toute façon... Non, mais... Il ne s'agit pas de parler d'un camp, il s'agit juste de dire la vérité. Il y a 3 candidats, M. Girard, aux élections municipales. Vous êtes tous adversaires le 23 mars. Madame Picard ? Oui, la sécurité, donc nous travaillons avec tous les acteurs, effectivement, c'est pas simple. Il n'y a pas de fait clochette. Au niveau, honnêtement, les chiffres de Vénissieux sont bons. Nous faisons tout. Et en termes de sécurité, il faut aussi voir les choses globalement. C'est pas uniquement... Non, mais parce que... Mais je ne vais pas traiter le sujet par le petit bout. 36% de véhicules incendiés en moins en 3 ans, c'est un gros travail de tous les acteurs. Il y a énormément de fraude à l'assurance, etc., dans les incendies de véhicules. Ça a été un très, très gros travail de la police nationale et de la police municipale. Madame Picard, on ne va pas faire d'angélisme non plus. Est-ce qu'il y a toujours un problème de délinquance à Vénissieux ? Bien sûr. Quand vous faites les assemblées générales de conseil de quartier, quand vous baladez dans Vénissieux, c'est quoi ? C'est les trafics de stupéfiants. Et on le voit tous. Par contre, à un moment donné, il y a des lois en France. À un moment donné, c'est pas parce qu'il y a un petit groupe de personnes pas très loin d'une cachette quelconque que vous pouvez relier. Et ça, c'est des procédures. Les occupations de parties communes, c'est une vraie question aussi. Ben, si vous avez un habitant qui squatte en bas de l'allée, c'est pas la même chose que s'il n'y a pas d'habitants dans ce groupe-là. Les procédures ne sont pas les mêmes. Et de quoi on parle quand on parle de sécurité ? C'est pour ça que là, il y a un amalgame de tout et des raccourcis. Pas du tout. Moi, je suis ni la fée clochette, ni dynamique Angélique. sociale, cette dynamique sociale qu'il faut mettre en place, c'est ce que vous ne savez pas faire dans tous les pays de l'Est, dans tous les pays soviétiques. Allez, en un mot. Et pour répondre simplement, au niveau du sport, etc., je rappellerai quand même que la ville de Vénissieux est une des villes les mieux dotées de l'agglomération en mètres carrés par habitant. Avec des associations. Non, ça c'est de la démagogie. Vous êtes un démagogue. Madame, mais attendez. On a fini, je crois. Vous avez votre bilan, il est très bon et les Vénitiens l'ont apprécié. En un mot, Monsieur Ben Khalifa. Je veux juste rappeler que la sécurité, c'est une mission régalienne, Madame Picard l'a rappelé, de l'État. Que par contre, on a aussi un rôle à jouer au niveau de la police municipale sur Vénissieux. On a une police municipale qui pourrait être davantage organisée, je pense, il me semble, avec des missions clairement définies entre eux et le TOP. Voilà. Et puis on a aussi un marché parallèle qui pourrit la vie des forains aux Minguettes. Et là-dessus, moi, je serais intransigeant. Très bien. Et pourquoi ces débats n'ont pas eu lieu au conseil municipal ? Juste une chose quand même, parce qu'il y a eu des grosses affaires sur Vénissieux, et notamment la lutte contre les trafics, c'est aussi les saisies de biens mal acquis. Et là, je pense que le démantèlement, quand on s'attaque à toute la problématique, ça réussit. Et effectivement, il y a eu des grosses affaires. Et je pense que du coup, le bilan de la ZSP d'il y a 1 an est bon, effectivement. Tout va bien alors. J'aurais bien voulu parler. Le temps tourne trop vite. Merci.
j'aurais voulu qu'on parle d'économie parce qu'il se passe beaucoup de choses à Vénissieux. C'est là où il y a Bosch, c'est là où il y a Renault Trucks, c'est là où il y a également Maury Ducrot, où il y a à nouveau de gros problèmes de licenciement. Mais on n'a malheureusement plus le temps puisqu'il est déjà l'heure de conclure ce débat. Je voudrais quand même redonner une dernière fois la parole aux citoyens qu'on a rencontrés cette semaine. On leur a demandé ce qu'ils attendent de leur prochain maire. Qu'ils soient à l'écoute de ses habitants. Et puis qu'il soit efficace et qu'on puisse lui faire confiance. Qui répondent aux besoins surtout des gens de la commune, en particulier des ressources financières. On est maire, il faut travailler, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut d'abord surtout aimer la ville. Être à l'écoute, justement, on va vous écouter une dernière fois pour 30 secondes de conclusion. On a tiré au sort de l'ordre de passage, on commence avec vous, Monsieur Girard. Bien oui, il faut aimer la ville comme ils viennent de dire, et je crois qu'aujourd'hui cette ville n'est plus un bastion imprenable, c'est très clair. 2014, c'est une année historique pour Vénissieux. On a la possibilité aujourd'hui, les Vénissiens peuvent choisir en fait de rompre avec un système qu'on a bien vu sur le plateau aujourd'hui. Je suis convaincu aujourd'hui que les Vénissiens ne laisseront pas passer cette chance. Cette année, les Vénissiens peuvent prendre leur destin en main. Je dis bien ensemble, osons. Le bon sens pour Vénissieux. Voilà. Et mobilisation dès le premier tour. Merci, Monsieur Girard. Madame Picard, vous avez 30 secondes pour conclure ce débat. J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit et je pense qu'effectivement, je suis un maire utile et efficace pour tous les Vénissiens. Oui, effectivement, à la tête d'une équipe qui a fait ses preuves, une équipe forte de combat, de valeurs. Et je pense sincèrement qu'avec la crise actuelle, si nous n'avions pas développé les politiques sociales, culturelles, sportives sur la ville, les Vénissiens vivraient nettement moins bien au niveau de cette crise qui ravage. Et je crois qu'il faut aussi se dire les choses. Et tout ne va pas bien, mais en tout cas, ça pourrait aller encore beaucoup plus mal sans l'efficacité et l'utilité. Monsieur Ben Khalifa, à vous de conclure. Mais écoutez, pour moi, l'essentiel, c'est d'impliquer les habitants dans tous les projets de la ville, dans toutes les affaires de la ville, à travers les conseils de quartier, en leur donnant la possibilité d'être co-responsables. Et ça, c'est une innovation. Je parlais tout à l'heure de l'alternative politique. C'est changer un système qui est plutôt refermé et archaïque, aller de l'avant, pouvoir échanger vraiment avec l'habitant. Moi, je rappelle que j'ai un bureau à ciel ouvert tous les dimanches matins sur le marché de Vénissieux Centre. Donc, j'ai aucune difficulté à accueillir tous les Vénissiens qui souhaitent discuter avec moi. Merci à tous les trois d'être venus, d'avoir participé à ce difficile exercice qui est exprimé devant les citoyens tout en entendant la contradiction de ses adversaires. Une précision importante, vous n'êtes pas les seuls candidats à cette élection municipale à Vénissieux, mais nous avons fait le choix, conformément aux recommandations du CSA, de n'inviter que les candidats investis par un parti et dont les scores aux précédentes élections sont significatifs. Ce n'est pas pour autant qu'on se désintéresse des autres, qui exposent en détail leur programme sur leur site internet. 3 autres listes donc. Le divers gauche Eleazar Bafunta, qui est par ailleurs lui aussi un des adjoints actuels de Michel Picard. Une autre liste divers gauche menée par l'ancienne socialiste Samia Mdiken Le Désert. Et enfin, une liste divers droite qui est menée par le conseiller municipal d'opposition Maurice Iacovella. Dans un instant, on retrouvera nos 3 journalistes qui a été convaincants quels sont les enjeux de Vénissieux. Olivier Michel, Slim Mazni et Antoine Comte ont pris des notes et on les retrouvera tout à l'heure. Pour l'heure, il est midi. On va faire un point, midi 30 secondes même, on va faire un point sur l'actualité avec Antoine Oricelli qui s'est installé sur ce plateau. Bonjour Antoine. Bonjour Paul. Et avec pour commencer, un nouveau drame sur les voies ferrées. Ouais, ce drame s'est déroulé à Saint-Galmier, dans la Loire, dans la plaine du Forêt. Une femme de 50 ans a été tuée après avoir été heurtée ce matin par un train de marchandises. Les enquêteurs ignorent à cette heure, j'y arrive, s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. C'est le 2e accident en train piéton dans ce département cette semaine. Mercredi soir, un jeune homme avait perdu la vie après avoir été heurté par un TER à Saint-Étienne alors qu'il franchissait un passage à niveau avec un casque sur les oreilles. À Lyon, 22 personnes ont été mises en examen après le démantèlement d'un réseau de blanchiment et de recel de métaux volés. Un ferrailleur lyonnais, quelques-uns de ses salariés et les membres de 2 familles originaires d'Europe de l'Est sont soupçonnés d'avoir recyclé du métal dont une bonne partie serait le résultat de vols sur des lignes SNCF. Linder, le fabricant de rideaux implantés dans les monts du Matin, dans la Loire, va licencier 32 salariés, dont ceux de l'unité de confection de Bussière. Les difficultés économiques sont à l'origine de ce plan social dans une entreprise qui a vu le nombre de ses salariés fondre comme neige au soleil. Daniel Pajonc, Édouard Blaise.
Un rideau serré tombe sur Bussière, tout comme les mauvaises nouvelles. L'atelier de confection de la société Linder va fermer. Il employait une vingtaine de salariés. À l'heure de la sortie de l'usine, les employés fuient la caméra. Ils disent n'être au courant de rien. Pourtant, dans le village de 1500 habitants, le coup est rude. C'est que des on-dit, mais bon, c'est vrai que les gens sont quand même, parce que pour retrouver du travail dans la région, c'est quand même compliqué, quoi. C'est la Loire, c'est quand même un secteur qui est pas, on n'est pas sur les alentours de Lyon, une grosse agglomération. Donc les gens sont vraiment inquiets, quoi. Des gens comme moi qui ont 50 ans, mettons, s'il fallait retrouver du travail, ça serait compliqué, quoi. Au total, ce sont une trentaine de postes qui sont supprimés, dont une dizaine sur les sites de Viollet. Viollet, le village où se situe le siège historique de l'entreprise familiale. Chez Linder, les salariés viennent de 15 km à la ronde. Chaque période difficile au cours de ces 40 années a entraîné une onde de choc. Une entreprise familiale, vous savez, c'est toujours très très difficile de se séparer de ses salariés, d'autant plus que quand on est né sur le village et que forcément on connaît tout le monde. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi de proximité et de tristesse. Tristesse d'autant plus forte que les petites mains qui fabriquent les rideaux de Linder possèdent un vrai savoir-faire quand les rideaux Made in France ne sont pas reconnus à leur juste valeur. À Viollet comme à Bussière, on préfère jeter un voile pudique sur ses émotions. Du basket avec le premier match dans la toute nouvelle salle dont on a beaucoup parlé, la salle de l'Equinox de Bourg-en-Bresse. Oui, JL Bourg, ex-Maurienne. C'était hier soir le choc du championnat de France Pro B de basket. 2 prétendants au titre et à la montée en Pro A. Et les joueurs de l'Ain, qui inauguraient, on vient de le dire, leur nouvelle salle, n'ont pas tremblé. Ils s'en sont imposés très largement, 91 à 64, presque 30 points d'écart. Bilan de la soirée, donc une large victoire, une première place au classement, première place certes partagée, mais tout de même, et une salle flambant neuve. Les supporters de la JL Bourg ne cachaient pas leur joie. On avait hâte de la voir, cette salle, parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'attend. Hein. Et puis là, il y a une ambiance extraordinaire. Là, vraiment, j'ai ressenti beaucoup de chaleur, beaucoup d'engouement. Les gens étaient avec nous, c'était bien. Comme dans l'ancienne salle ? Oh, c'était pas pareil. Je trouve que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Un peu de ski pour terminer. Les Dolomites n'ont pas porté chance à Marie Marchand-Harvier, à Cortina d'Ampezzo. Et à 2 semaines des Jeux Olympiques de Sochi, la descendeuse licenciée au Contamine Montjoie n'a obtenu que la 30e place ce matin. L'épreuve au très beau parcours, très impressionnant aussi, a été remportée par la Slovène Tina Mazet. Voilà, c'est tout pour l'info à la mi-journée. Ce soir, vous retrouvez Sylvie Bosquero. 19h. Merci beaucoup Antoine Oricelli. La voix est libre, spéciale élection municipale à Vénissieux. Vous venez de suivre le débat des 3 principales têtes de liste et maintenant place à l'analyse, à la fois sur ce qui vient d'être dit, sur les enjeux de cette ville si particulière qu'est Vénissieux, communiste depuis toujours, une des plus pauvres du département du Rhône. Je demande à mes 3 confrères de me rejoindre sur le plateau. Olivier Michel de France 3, que vous connaissez bien, évidemment. Bonjour Olivier. Bonjour Paul. Slim Mazni, journaliste d'investigation à Lyon Capitale. Vous avez beaucoup travaillé sur le dossier de la Sacovive, dont on a parlé pendant ce débat. Et puis Antoine Comte. Bonjour Antoine. Bonjour, journaliste politique à Tribune de Lyon, auteur de plusieurs papiers sur ces élections municipales à Vénissieux. Alors vous les avez trouvés comment, Olivier ? En fait, les rôles sont assez bien définis, d'une certaine manière. On a un maire sortant qui défend son bilan et qui régulièrement, en fait, replace les enjeux à Vénissieux dans une politique nationale qui ne serait pas la bonne. Donc là, on sent bien le positionnement critique de la part des communistes. Un candidat tardif du Parti socialiste qui a un peu du mal finalement à trouver sa voie politique parce que il est à la gauche et c'est pas toujours simple pour lui. En plus, il s'est lancé hier. Et puis un candidat de droite dans, on va dire, un discours assez classique qui attaque un bilan, une méthode. Voilà, moi, il n'y a rien de très surprenant en tout cas sur le positionnement des uns et des autres. Antoine ? Oui, c'est vrai que le débat a surtout tourné autour du bilan quand même de Michèle Picard, qui est la maire sortante. Ils ont abordé la Sacovive, la ZSP aussi avec les histoires de délinquance. Mais c'est vrai que rien d'étonnant. Je partage l'avis d'Olivier, avec un candidat de droite qui défend ses valeurs de droite. Et puis, pas tant de différence que ça finalement entre M. Ben Khalifa, qui est candidat depuis hier pour le Parti socialiste, et la maire sortante du Parti communiste. Parce que, finalement... Par exemple, avec cette histoire de Sacovive, on voit bien que l'autre fille, Ben Khalifa, qui est donc vice-président de la Sacovive, sur ce sujet-là, il peut... en tout cas, il a du mal à critiquer
ce que dit, et en tout cas répondre à ce que dit M. Girard. C'est pas facile, Slim Mazni, ce positionnement de Lotfi Ben Khelifa, à la fois qui doit assumer un bilan, qui se présente contre et qui nous explique en plus qu'il pourrait très bien faire la fusion au deuxième tour. Ouais, il est dans un registre qui n'est pas simple et en plus il démarre sa campagne, il a lancé officiellement sa campagne hier. Sur la première question simplement, ils sont tous dans des postures et il va falloir qu'ils changent de posture parce qu'il va falloir parler d'autre chose à un moment donné et de se transformer un peu. Donc là ils sont sur un registre de posture. Pour Lotfi Ben Khelifa, l'équation n'est pas simple du tout. C'est dans la campagne qu'on verra si il arrive à changer, à transformer ce rôle-là, à la fois d'assumer le bilan qu'il a accompagné Madame Picard pendant 6 ans, et d'offrir une alternative politique sur la ville de Vénissieux. Je veux juste qu'on fasse une petite parenthèse pour comprendre quand même les enjeux politiques de cette ville de Vénissieux et cette présence de Lotfi Ben Khelifa. En gros, le PS se sent pousser des ailes quand on voit le résultat des précédentes élections. Alors, il y a d'abord l'élection municipale, mais ça c'était il y a 6 ans. À l'époque, c'était André Gerin, et André Gerin l'avait emporté largement dès le premier tour. Mais il y a surtout d'abord les élections législatives de 2012. Yves Blin sur la ville de Vénissieux, qui fait 34% des voix, quand Michel Picard n'en fait que 22%. Le FN est à quasiment 18%. Et Christophe Girard, lui, est assez loin derrière, à 13,4%. À la présidentielle, Vénissieux, c'est une ville de gauche, c'est quasiment entre 60 et 70%. Hollande est devant Mélenchon du Front de gauche à 19%, Marine Le Pen à 16,2%, et l'UMP, l'UDI, enfin la droite, Nicolas Sarkozy, 15,3%. Tous jouent au premier tour, finalement. C'est ça, celui des deux, entre Michel Picard et Lotfi Ben Khelifa, qui sera en tête, risque fort d'être le prochain maire de Vénissieux, pour dire les choses clairement. Moi, je pense qu'il a raison, Lotfi Ben Khelifa, de vouloir se compter au premier tour des élections municipales. Les dernières élections montrent clairement qu'il est possible qu'à Vénissieux, il y ait une mutation politique. Ça fait 80 ans que la ville est dirigée par le Parti communiste. Les dernières élections, notamment l'élection législative qui est intéressante, il y a 1500 voix d'écart entre Madame Picard et le candidat socialiste qui est devenu député, Yves Blin. 1500 voix d'écart sur la ville de Vénissieux. Donc le rapport de force que tente Lotfi Ben Khelifa et le Parti socialiste est intéressant, mais il est aussi raisonné. Il est raisonné sur les résultats des dernières élections. C'est aussi à ces moments-là qu'on voit le poids du maire sortant, le poids de la personnalité. Vous savez comme moi, messieurs, que dans une élection municipale, forcément, c'est quelque chose qui compte aussi. À la fois, on vend un bilan, mais il y a aussi la personnalité, ce qu'on pense de son maire, le lien affectif aussi qu'on a avec le maire, qui va être une donnée aussi qu'on va pouvoir mesurer. La question de savoir, c'est est-ce qu'on fusionne ou pas les 48 heures qui vont suivre le premier tour. Je me permets de poser la question parce que malgré tout, si on regarde les résultats de la droite, le meilleur score de Christophe Girard, c'est 18%. Ouais. Il reste quand même derrière un réservoir de voix qui peuvent très bien, en fait, finalement, et le premier tour peut-être ne pas départager les uns les autres. Est-ce que vous ne pensez pas, non, aussi à une triangulaire, pourquoi pas? La triangulaire, elle est tout à fait possible. Elle est probable. Elle est probable. La triangulaire, elle est vraiment probable. Alors, il ne faut pas négliger non plus, Antoine Comte, 2 autres listes dissidentes à gauche avec des vraies personnalités vénitianes que sont M. Bafunta, qui est adjoint à Vénissieux, ou Mme Amdiken, qui a longtemps contesté à M. Ben Khelifa à la tête de la liste du Parti socialiste. Alors, ils ne sont pas soutenus par des partis, eux, mais est-ce qu'ils peuvent fédérer sur leur nom? Est-ce qu'ils vont compter dans cette élection? Ils sont quand même connus des Vénitiens, ils font du terrain, ils sont à droite, présents. M. Iacovella, qui pesait 7%. Qui n'a pas réussi d'ailleurs à se rassembler avec M. Girard, donc il y aura une petite peut-être division de ce côté-là. Il avait fait 7% aux dernières municipales, M. Iacovella. Donc voilà, mais c'est vrai que les 2 autres candidats de la gauche sont quand même connus des Vénitiens. Il y a une vraie présence de leur part. Est-ce que ça va jouer dans les scores? Ça m'étonnerait quand même. Je montrais tout à l'heure sur les résultats des précédentes élections un poids du Front National qui est maintenant tout à fait conséquent à Vénissieux, puisque c'est entre 15 et 20%. Et je ne parle même pas de la dynamique qui peut se créer sur cette élection. Étonnamment, le Front National est absent de cette élection pour une raison simple, en fait, Olivier Michel, c'est que le Front National n'a pas l'effectif pour se présenter à Vénissieux. Il faut quand même 45 noms à présenter. Le FN n'a pas les moyens de se présenter sur la 3e ville du Rhône. C'est pas propre à Vénissieux. On sait que le Front National aussi a des soucis, par exemple à Vaux-en-Velin, dans d'autres villes importantes aussi de la région. Ça serait une donnée, je pense, qui est vraiment importante pour analyser le scrutin. Alors, on sait très bien que la volonté du Front National a changé ces dernières années avec Marine Le Pen, qui veut clairement
prendre le pouvoir, en tout cas assumer les responsabilités du pouvoir. Et du coup, finalement, c'est presque un parti relativement jeune, alors qu'il a déjà des décennies d'existence. Mais là, il doit constituer véritablement une organisation interne. Et on sent bien que sur des villes clés à enjeu, Sandrine Ligou, 38% au deuxième tour des législatives, la candidate du Front National. Donc il y avait un enjeu considérable en tout cas. Et puis un bon coup à jouer sur Vénissieux. Et là, le Front National sera absent. C'est une anomalie politique. Voilà. C'est effectivement, vu les résultats du Front National ces dernières années à Vénissieux, c'est une anomalie politique. Pourquoi ? Il faut rappeler que M. Benedetti, qui représentait le Front National, qui était la tête de liste FN en 2008, a été exclu du Front National pour des postures extrémistes et radicales. Et Marine Le Pen fait le ménage. Et donc, M. Benedetti a été exclu. Donc, on va voir. Il se murmure qu'il pourrait constituer une liste, non pas du Front National, mais de l'extrême droite. Pour l'instant, il n'a pas exprimé son intention, donc on attend. Il est inscrit sur les listes électorales de Vénissieux. Alors vous parlez d'Alexandre Gabriac, conseiller régional, également issu du FN pour une histoire de photo avec un salut nazi. Donc ça, c'est vraiment l'extrême droite. L'absence du FN. Est-ce que, comme il a été dit parfois, certaines personnalités du FN pourraient tout à fait rejoindre M. Girard, ou bien est-ce qu'il y aura cette constitution de liste d'extrême droite, Antoine ? Il peut y avoir une constitution d'une liste nationaliste, du coup, ce serait une liste nationaliste portée par M. Gabriac et M. Benedetti, qui est conseiller municipal quand même de Vénissieux, il faut le rappeler. Après, il y a jusqu'au 6 mars quand même pour les dépôts de liste, donc une liste FN peut encore se constituer. Ce qui est étonnant, c'est que Gabriac, s'étant inscrit sur les listes électorales à Vénissieux, l'a fait un peu dans le dos de tout le monde. Parce qu'il a ses conditions pour pouvoir se présenter, oui, évidemment. Non, mais ce qui est étonnant avec M. Gabriac et M. Benedetti, c'est qu'ils ne donnent pas clairement leurs projets ou leurs ambitions pour nous. Ils ne disent rien. On ne sait rien de leurs intentions. Donc quand on est à quelques semaines de l'échéance, on leur a posé la question, ils ne disent rien. Oui, il n'y a pas de programme. Ils ne disent même pas s'ils vont être candidats ou pas, on n'en sait rien. Mais si on est quand même aussi conscient qu'il y a une forme de règlement de compte à l'intérieur, c'est-à-dire qu'aussi en arrivant sur la scène politique à Vénissieux, alors qu'il n'y a pas de liste Front National, on le sent aussi un petit peu, je ne dis pas un bras d'honneur, mais quasiment ça vis-à-vis, en tout cas, de la fédération départementale du Front National. Slim Azny, on a beaucoup parlé pendant la première partie de la SACOVIV, donc cet organisme qui gère des logements sociaux à Vénissieux. On sent que c'est un gros point de crispation à Vénissieux. Est-ce que vous pensez, pour le citoyen vénitien, que c'est sur cette affaire que peut se jouer l'élection, que ça a un réel impact à Vénissieux ? On se pose toujours la question, est-ce que c'est sur les affaires politico-financières que se cristallise ou se crispe une élection non, je crois pas. Je crois pas parce que d'abord il y a une inertie du parquet et de la brigade financière dans cette affaire et je pense que l'enquête reprendra. Il y a une espèce d'attentisme dans le cadre des municipales, voilà, clairement, puisque plus rien ne s'est passé à partir du moment où cette affaire a été révélée dans la presse et notamment chez nous. Donc, il ne se passe plus rien. Donc il y a une inertie du parquet. Donc il ne peut, à mon avis, sur cette affaire, je ne suis pas certain que l'élection va se jouer sur cette affaire. Simplement, d'un mot, on a entendu les candidats sur ce dossier. On nous parle. Bon, d'abord, on peut pas accuser, comme le font M. Ben Khalifa et Mme Picard, d'instrumentaliser cette affaire pour les élections municipales. Pourquoi ? Parce que M. Girard parle de l'affaire de la SACOVIV depuis toujours. Voilà, il a porté ce dossier depuis toujours. Donc on ne peut pas l'accuser aujourd'hui, parce qu'il y a le parquet financier qui s'est saisi de ce dossier, de l'instrumentaliser. Donc il a le temps pour lui. Il a l'histoire pour lui, M. Girard. Et deuxièmement, on nous parle de licenciement, de problèmes psychosociaux. Il ne s'agit quand même pas de ça. Il s'agit d'un délit de favoritisme sur un aménagement, enfin une construction importante. Et le délit de favoritisme vise une grande société de BTP française, Eiffage pour ne pas la nommer. Donc il ne s'agit pas simplement d'une histoire de gestion de personnel. Il s'agit de faits assez graves, de délit de favoritisme. Antoine Comte, emploi, sécurité, c'est évidemment les deux dossiers majeurs auxquels on pense quand on pense à Vénissieux. Oui, c'est sûr que la délinquance à Vénissieux existe. Mais bon, c'est vrai que depuis que la ZSP, donc la zone de sécurité prioritaire, a été mise en place, donc non pas sur tout Vénissieux, mais sur le quartier des Minguettes, il y a des résultats plutôt bons, plutôt encourageants. Et ça peut peut-être servir au bilan de Mme Picard, au bilan de la maire sortante. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce court débat, cette courte analyse. Slim Azny, on peut vous lire dans le mensuel Lyon Capital et sur le site lyoncapital.fr. Antoine Comte, vous suivez la campagne au jour le jour dans l'hebdomadaire Tribune de Lyon, mais aussi sur le blog de campagne que vous animez et qui s'appelle Salade lyonnaise
Pas que lyonnaise d'ailleurs, vénitiane, de Vaux-en-Velin, enfin sur l'agglomération. Notre prochain débat des élections municipales, ce sera samedi à la même heure. Avec vous, Olivier Michel, on s'intéressera à Roanne, la sous-préfecture de la Loire, et le théâtre d'un duel à couteau tiré, une revanche électorale entre la maire sortante socialiste, Laure Desroches, et celui qu'elle avait battu il y a 6 ans, le député UMP Yves Nicolin. On espère, on y croit, on souhaite qu'il se montre aussi citoyen que les candidats vénitiens en venant assumer leur candidature devant les caméras de la télévision publique régionale. D'ici là, profitez de votre week-end et des programmes de France 3. Dans la case documentaire du samedi à 15h25, la politique encore, avec le film Giscard, l'impossible retour. Qu'est devenu Giscard après qu'il ait quitté l'Élysée en 81 ? Comment a-t-il essayé en vain de revenir ? Juste après, il y aura le magazine de la montagne, Chronique d'en haut, avec Laurent Guillaume qui a dû prendre ses moufles pour vous emmener dans l'endroit le plus froid de France, le massif du Jura. Il nous montrera comment on passe l'hiver. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Marie Huguet, Stéphane Transo, Bérénice Dalmé et l'inoxydable, inoubliable, invraisemblable Adrien Gros-Radenez. À suivre l'édition nationale du 12-13 avec Catherine Matoche. Bon week-end et à samedi prochain.